Ce que ces 9 témoins nous apprennent, c'est que le digital n'est plus un totem, c'est un moyen. Le centre de gravité, c'est l'usage, la clarté de ce que l'on vend, la qualité de ce que l'on tient, la proximité de ce que l'on entretient. Une DNVB n'est pas une entreprise de publicité qui fabrique parfois des produits, c'est l'inverse. C'est une entreprise de produits qui utilise intelligemment les médias et les canaux pour servir sa mission. La communauté devient alors une barrière à l'entrée, non pas parce qu'elle est nombreuse, mais parce qu'elle est impliquée, parce qu'elle a participé à écrire la partition. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast qui donne la parole aux décideurs de l'écosystème retail et e-commerce. Depuis 2020, avec mon partenaire, l'événement One-to-One Retail e-commerce qui se tient en mars à Monaco, nous tâchons de vous faire partager les visions et les retours d'expérience des leaders de notre secteur. J'ai le plaisir d'être avec Sonia Mamin, directrice de l'événement. Alors bonjour Sonia, peux-tu nous présenter le One-to-One en quelques mots ? Bonjour Cyril, le One-to-One Retail e-commerce réunit depuis 2011 la communauté des décideurs de l'écosystème à Monaco pendant 3 jours et à huis clos. Le concept est simple, ce sont des rendez-vous business entre prestataires de solutions et les C-level, agrémentés de moments de networking. Effectivement, le one-to-one est réellement un rendez-vous incontournable. C'est également des keynotes et des conférences d'exception. Effectivement, nous avons beaucoup de contenu de grande qualité avec des intervenants triés sur le volet pour aborder des sujets d'actualité, donner de l'inspiration et partager des retours d'expérience. Merci Sonia pour cette rapide présentation. Pour en savoir plus, comment doit-on faire ? C'est ultra simple. Vous allez directement sur le site internet du One-to-One Monaco ou vous suivez notre page LinkedIn pour en savoir plus. Merci Sonia, à très bientôt à Monaco et d'ici là en audio, toujours sans coupure. Je me souviens d'une phrase qui revient souvent quand je rencontre des fondateurs. Je ne trouvais pas le produit dont j'avais besoin, alors je l'ai créé. Derrière cette simplicité apparente, il y a des mois d'essai, de doutes, des prototypes ratés et un premier client qui dit enfin oui. C'est là que commence souvent l'histoire du DNVB, une marque née sur Internet mais pensée pour des usages très concrets. Un vêtement qui tombe juste, un objet du quotidien qui facilite la vie, un geste plus responsable qui ne sacrifie pas le plaisir. Pour cet épisode, j'ai replongé dans 9 conversations enregistrées ici, 9 voix qui racontent chacune une manière d'entreprendre. Il y a Admise Paris, Anja, By Charlot, Cabaya, Underdog, Élise Chalmin, Luni, Maison Labiche et Patine. 9 manières différentes de chercher l'équilibre entre désir et discipline, entre mission et modèle économique, entre l'intuition de départ et la réalité de l'exécution. Au fil de ces échanges, un fil rouge s'impose. Ces marques ne se contentent pas d'être digitales, elles sont d'abord profondément orientées utilisateurs, elles observent des irritants du quotidien, elles y répondent par un produit utile et désirable, elles testent vite, elles écoutent beaucoup, elles corrigent souvent. Elles apprennent à parler plusieurs langues en même temps, celle du style, de la supply chain, de la finance, de la communauté. Elles apprennent aussi à choisir leur bataille, e-commerce, boutique, wholesale, événementiel, pas par dogme, par pragmatisme, parce que la notoriété ne paye pas un loyer, parce que la rentabilité n'est pas un gros mot, c'est le garde-fou qui permet de durer. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un pas de côté, une lecture transversale de ces 9 témoignages. Nous allons chercher ce qui fait la singularité d'une DNVB quand elle réussit, un ADN produit clair, une communauté qui ne se contente pas d'applaudir, qui co-construit, une expérience de marque qui ne s'arrête pas au panier d'achat, un modèle omnicanal assumé, une logistique fine qui tient la promesse jusque dans le dernier kilomètre et un récit qui relie tout cela sans artifice. Nous avancerons en 4 temps. D'abord, l'étincelle fondatrice et l'identité produit. Ensuite, la désirabilité, la communauté et la personnalisation. Puis l'omnicanal et les opérations, là où l'on passe de la start-up à la marque. Et enfin, le triangle prix, durabilité, récit, ce qui construit la confiance dans la durée.
À chaque étape, je m'appuierai sur les enseignements tirés de ces 9 épisodes, avec des exemples concrets et des mises en perspective. L'objectif n'est pas de dresser un portrait idéal, il n'existe certainement pas. L'objectif est d'identifier des constantes utiles, des méthodes qui se transmettent, des réflexes qui font gagner du temps et parfois qui évitent des erreurs coûteuses. Si vous êtes entrepreneur, vous y verrez peut-être des confirmations et je l'espère des angles nouveaux. Si vous travaillez dans un grand groupe, vous y trouverez des repères pour réinjecter de l'agilité, de la proximité client, de la clarté produit. Et si vous êtes simplement curieux des coulisses de la consommation, vous entendrez ce qui se joue derrière un logo et un joli packaging, des arbitrages, des contraintes, des convictions aussi. Installez-vous, respirez, on commence. Pour entrer dans le cœur du sujet, commençons par la première étincelle, là où tout prend forme, l'ADN produit. Ce qui frappe quand on écoute ces 9 histoires, c'est la simplicité du point de départ et la complexité de tout ce qui suit. Une fondatrice ou un fondateur voit un manque, formule une promesse claire, puis passe des mois à faire entrer cette promesse dans un produit qui tient vraiment sa parole. L'idée paraît évidente, une fois réussie, elle ne l'est jamais au début. Admise Paris naît d'un moment très concret, le besoin d'un tailleur féminin pour un entretien, un vêtement qui donne de l'assurance, coupe juste, matière noble, tombée impeccable. Derrière cette image, il y a l'exigence d'un patronage précis, des séries limitées et le choix assumé d'une fabrication européenne qui permet de contrôler les standards. On pense couture et style, on parle en réalité de confort, de confiance, de posture, des détails qui changent la journée d'une cliente. Anja arrive par une autre porte, celle du maillot de bain, pièce réputée impossible, à la croisée de l'intime et du regard social. La promesse est double, faire joli et tenir, sublimer sans contrainte avec des matières recyclées et une confection européenne. Cela semble poétique, c'est d'abord technique, choisir des fibres, tester des élasticités, multiplier des essayages sur des corps différents, travailler des emmanchures, des bretelles, des tenues dans le temps. Un maillot, c'est un manifeste, et ce manifeste se joue à 1 millimètre près. Chez l'Uni, l'étincelle est d'une autre nature, c'est celle de l'enfant, c'est de l'imaginaire. Une boîte à histoire pour s'évader loin des écrans, un objet simple, robuste, aux usages évidents, qui doit séduire l'enfant, convaincre le parent, rassurer le grand-parent. Derrière l'objet, il y a des arbitrages sensibles, qualité sonore, ergonomie, des boutons, résistance aux chutes, autonomie et surtout un catalogue d'histoires qui respecte l'intelligence des enfants. Le produit devient un compagnon, il doit être irréprochable pour avoir sa place dans la chambre. Kabaya, c'est l'idée d'un quotidien plus pratique, plus joyeux, un sac qui surprend par des poches interchangeables, des détails malins, une esthétique claire, une promesse d'usage plus qu'un effet de mode. On parle matériaux, zip, renfort, portage, couture qui ne lâche pas, organisation intérieure, compatibilité avec le rythme d'une journée urbaine. Le design raconte une humeur, la fiche technique raconte une vie d'usure, et c'est la seconde qui valide la première. Maison Labiche part d'un geste simple, broder un mot au bon endroit, dire quelque chose de soi sans en faire trop. Ce geste fondateur donne un ton, un langage visuel, une grammaire de produit. L'ADN se lit dans l'alignement du placement, la qualité du coton, la tenue de la broderie, lavage après lavage. L'intention est romantique, l'exécution est chirurgicale. C'est cette tension qui fait une marque. Élise Chalmin, c'est la couleur, le motif, la soie assumée dans un marché parfois anxieux. La promesse se voit d'un coup d'œil, mais se juge au toucher, à la coupe, à la façon dont le pull tient l'épaule et ne bouloche pas. Là encore, le créatif et l'industriel se parlent à voix basse. Poids du fil, jauge du tricot, sourcing des ateliers, contrôle qualité, tout ce qui ne se voit pas, mais se ressent et construit la fidélité. Patine raconte une garde-robe durable et désirable, des pièces essentielles que l'on garde longtemps. La promesse est presque pédagogique, faire simple sans être triste, faire responsable sans punir le style. Le produit devient la preuve, densité d'un jersey, tenue d'une teinture, stabilité des tailles, transparence des chaînes d'approvisionnement. Ce sont des mots sérieux, prix, délai, audit, mais c'est précisément par ces mots que l'ADN tient.
By Charlot détourne un objet de tous les jours, la plante, pour en faire un cadeau qui a du sens. Ici, l'ADN produit tient autant du végétal qu'à l'écrin. Céramique, gravure, proportion du pot, qualité du substrat, conseil d'entretien. Tout concourt à transformer un achat impulsif en rituel d'attention. Si l'objet vit, la promesse vit avec lui. Enfin, Underdog fait entrer l'électroménager reconditionné dans la catégorie du rassurant. La promesse se résume en 3 mots: fiable, propre, garantie. Pour y parvenir, il faut des protocoles d'inspection, des stocks de pièces, des bancs d'essai techniques, des techniciens formés et une obsession du contrôle. Le produit est un ex d'occasion qui doit se comporter comme un premier de la classe. Ce n'est pas une figure de style, c'est une ligne de production. Dans ces 9 récits, on entend une même musique. Le produit n'est pas un emballage pour une idée marketing, c'est l'architecture qui rend la promesse crédible. L'ADN se forge dans le réel, il résiste au retour, aux ruptures, aux hausses de coûts. Il s'enrichit au contact des clients, des ateliers, des transporteurs, et une DNVB qui dure commence par accepter cette vérité simple: la beauté d'une marque s'entend à la solidité de ses fondations. Cela a des conséquences très concrètes. Le temps d'abord, parce qu'un bon produit prend plus de temps que prévu. L'argent ensuite, parce que la qualité se paye en matière, en outillage, en contrôle. Le périmètre, enfin, parce que un ADN clair est aussi une frontière. Il dit ce que l'on ne fera pas. Ou pas tout de suite. Cette discipline évite l'éparpillement, elle protège la marge, elle simplifie la lecture pour le client, elle donne de la cohérence à la collection et du sens aux arbitrages. Cet ADN n'est pas figé. Il respire avec la marque, il évolue par petites touches, une nouvelle matière, une amélioration de coupe, un détail d'usage observé sur le terrain. Il évolue aussi par les limites l'on se fixe. Pas de compromis avec un standard, pas d'extension opportuniste qui dilue la proposition de valeur. C'est un travail invisible, exigeant, parfois frustrant, qui apporte une récompense discrète et durable: la confiance. Et puis, il y a la mise en récit. Un produit juste parle de lui-même, mais il gagne à être raconté avec précision. Le récit ne sert pas à enjoliver, il sert à expliquer, à transmettre ce que l'on a appris en fabriquant. Quand cette parole est honnête, elle attire les bons clients, ceux qui entendent la promesse, qui la comprennent, qui l'attendent et la respectent. Une marque ne choisit pas seulement ses matières, elle choisit ses mots. Retenons donc ceci de ce premier chapitre: l'étincelle fondatrice est souvent une évidence vécue, l'identité produit est une construction patiente, la cohérence entre les deux fait la force d'une DNVB. C'est ce socle qui permettra ensuite d'ouvrir le jeu, d'inviter la cliente et le client à participer, de faire entrer la communauté dans l'atelier, non pas comme un effet de mode, mais comme un prolongement naturel de la promesse. Dans un instant, nous allons justement passer de l'objet à celles et ceux qui s'en emparent: la désirabilité, la communauté, la personnalisation, tout ce qui se transforme un bon produit en expérience de marque. Après avoir posé l'ADN du produit, regardons comment il devient désir, comment il rencontre une communauté et comment la personnalisation transforme cette rencontre en attachement. La désirabilité n'est pas un slogan, c'est une sensation qui circule entre la promesse et l'usage. Elle naît d'un détail bien pensé, d'une matière que l'on a envie de toucher, d'un mot brodé au bon endroit, d'une approche qui tombe juste. Mais pour devenir une force, elle doit être relayée par celles et ceux qui portent la marque au quotidien. Les clients, c'est ici qu'entre en scène la communauté, non pas comme une audience qui applaudit, comme un atelier élargi qui observe, teste, critique, suggère et parfois codessine. Maison Labiche en a fait une grammaire. Un mot brodé, un prénom, une déclaration discrète et tout à coup, le vêtement parle. La personnalisation n'est pas un gadget, c'est un usage. Elle réduit les retours, elle crée une pièce unique à valeur émotionnelle, elle prolonge l'histoire au-delà de l'achat. Le client ne porte pas seulement un t-shirt, il porte un message qui lui appartient. Et cette appropriation, c'est la meilleure publicité qui soit. Elle se voit dans la rue, elle se partage en photo, elle se recommande autour d'un dîner. Cabaya pousse la logique plus loin avec la co-création.
Avant de lancer un sac, la marque interroge massivement sa communauté. Elle écoute les réponses longues, parfois 10 minutes de questionnaire. Elle confronte les idées à la réalité des usages. Elle tranche, puis elle lance. Résultat, au moment du démarrage, le produit a déjà trouvé sa place. Il part vite, parfois en quelques heures. Ce n'est pas de la chance, c'est de la méthode. Et c'est une méthode qui fabrique des fans exigeants, acteurs du succès, vigilants sur les détails, fiers d'avoir participé. By Charlot a compris une autre mécanique, transformer la plante en cadeau personnel. L'objet est simple, une belle céramique, une gravure, un nom qui dit quelque chose du geste et la plante devient un message. On n'achète plus un pot, on offre une attention. Ici encore, la communauté se construit par l'usage. Les clients postent des photos, racontent l'histoire qui va avec la gravure, entretiennent leur plante, reviennent pour une autre. La personnalisation n'est pas une option payante, c'est la promesse même du produit. Chez Élise Chalmin, la désirabilité s'appuie sur la créatrice, sa parole, sa manière d'incarner la couleur et la joie. Sans naïveté, les réseaux ne servent pas seulement à montrer, ils servent à converser, à vérifier l'intuition d'un motif, à annoncer un drop, à expliquer un choix de matière, à désamorcer une déception. La communauté se sent regardée et pas ciblée, et cette nuance change tout dans la durée. L'uni illustre un cas encore plus subtil, l'utilisateur n'est pas l'acheteur, l'enfant rêve, le parent arbitre, les grands-parents offrent. Il faut donc parler plusieurs langues à la fois, imaginaire, solidité, pédagogie et prix. Ici, la communauté se compose de parents qui s'échangent des avis, de professionnels de l'enfance qui valident des contenus, de médias qui observent les usages loin des écrans. La désirabilité n'est pas spectaculaire, elle est légitime, elle se gagne par la confiance. Admise, Anja, patine, partage une autre constante, la clarté de ce que l'on défend. Un style net, des séries limitées, une fabrication européenne, des matières responsables. La communauté adhère parce qu'elle comprend, elle sait ce qu'elle achète, elle sait pourquoi cela coûte ce prix, elle sait à quoi ressemble une amélioration. Là encore, la personnalisation peut être plus discrète, un ajustement, un conseil de taille, un service en boutique, un essayage qui rassure. Personnaliser, ce n'est pas forcément inscrire un nom, c'est parfois prendre le temps d'un échange précis. À ce stade, un point d'attention s'impose. La personnalisation crée de la valeur, mais elle complexifie tout. Les prévisions des ventes, la production, le picking, le contrôle qualité, le service après-vente. Pour qu'elle reste un moteur et ne devienne pas un frein, il faut des règles claires, des flux bien dessinés, des délais tenables et des limites. Le client comprend très bien la rareté si elle est expliquée. Ce qu'il n'accepte pas, c'est l'imprécision. La communauté pardonne une erreur, elle ne pardonne pas l'opacité. Un autre levier, l'UGC, c'est contenus créés par des clients qui racontent la vie du produit en dehors des pages officielles. Une poignée de bonnes pratiques suffisent à en faire un capital, demander l'autorisation, créditer, répondre, remercier, mettre en avant. Ce n'est pas une mécanique publicitaire, c'est une politesse. Et cette politesse nourrit la désirabilité de façon organique. On pourrait croire que la communauté se construit surtout en ligne. Ce n'est pas tout à fait exact. Les pop-up, les ateliers en boutique, les événements, les rencontres avec les fondateurs, tout cela ancre la relation. La marque gagne en densité, elle quitte l'écran, elle existe dans un quartier, elle se raconte de vive voix, elle crée des souvenirs. Un essayage réussi, un conseil sincère, un échange sur une réparation, ces moments ne se mesurent pas en clics, mais ils augmentent la lifetime value. Il existe enfin une métrique silencieuse qui dit beaucoup, la rétention. Derrière un beau taux de réachat, on retrouve souvent 3 ingrédients. Un produit qui tient ses promesses, une relation qui ne se contente pas d'annoncer des promos, une personnalisation qui respecte le temps du client. Le CRM ne doit pas saturer, il doit accompagner. Une DNVB qui dure accepte de parler moins, mais mieux. Elle choisit ses séquences et elle préfère le sens au bruit. Retenons l'essentiel. La désirabilité, c'est l'émotion provoquée par un produit juste. La communauté, c'est l'espace vivant où cette émotion se partage, se précise et se corrige. La personnalisation, c'est la preuve visible que l'on parle à quelqu'un et pas à un segment abstrait.
Ensemble, ces trois forces créent un attachement qui protège la marque, qui accélère les lancements, qui amortit les coups durs. Ce triangle n'est ni un vernis, ni une astuce, c'est un travail de tous les jours, une façon d'écouter et de répondre. Nous allons passer maintenant à la mécanique qui soutient tout cela, l'omnicanal et les opérations, là où l'on quitte la jeunesse du modèle pour entrer dans sa maturité, e-commerce, boutique, wholesale, logistique, data, tout ce qui transforme une belle idée en marque qui tient debout. Après la désirabilité et la communauté, il faut une charpente pour porter l'ensemble et c'est le moment où l'on quitte l'enthousiasme du lancement pour entrer dans l'architecture du quotidien. Une DNVB ne dure pas parce qu'elle a un joli site, elle dure parce qu'elle sait où et comment vendre chaque pièce au bon endroit, au bon moment et au bon coût. Le numérique donne l'élan, la réalité l'oblige à choisir. E-commerce, boutique en propre, grand magasin, wholesale, pop-up, marketplace, canal. Chaque canal a sa logique de marque, de stock, de service et sa part d'effort opérationnel. Les marques qui réussissent ne sont pas dogmatiques, elles sont orchestrales. Elles jouent plusieurs partitions, mais jamais en même temps pour tout. Elles priorisent. Le premier mouvement, c'est la vérité des coûts d'acquisition. Quand la publicité en ligne devient chère, le magasin redevient un média rentable, un lieu de conversion et de fidélité. Une boutique bien tenue réduit le CAC, le coût d'acquisition. Elle rassure, elle permet d'essayer, d'échanger, de réparer. Elle fait remonter les signaux faibles qu'aucun tableau de bord ne voit. Le wholesale, de son côté, expose la marque à de nouveaux flux clients et structure la demande par saison, mais impose un calendrier, des conditions, des marges serrées et puis une exigence logistique. Les pop-up, enfin, sont des laboratoires. Ils permettent de tester une ville, une rue, une gamme, un prix, sans immobiliser trop longtemps du capital. Le deuxième mouvement, c'est la circulation du stock. L'omnicanal ne veut pas dire être partout, il veut dire être lisible. Il faut un stock visible en temps réel, un OMS qui arbitre entre un panier web et un passage en caisse, un WMS qui prépare sans erreur, un modèle de réassort qui limite les ruptures sans empiler les immobilisations. Et cette mécanique paraît technique, elle fabrique pourtant une expérience fluide. Je vois, je réserve, je retire, je retourne, je fais réparer. Plus le parcours est simple pour le client, plus il a été complexe pour l'opérationnel, c'est la règle du jeu. Vient ensuite la question des flux, amont et aval. En amont, il y a les MOC, les délais de fabrication, la consolidation des conteneurs, le contrôle qualité, tout ce qui fige de la trésorerie si l'on se trompe. En aval, il y a la promesse de livraison, le dernier kilomètre, l'emballage, le coût des retours, la remise en état, le reconditionnement éventuel. Une DNVB qui maîtrise ses flux pense en cycle, pas en coût. Elle surveille son cash, conversion cycle comme un métronome. Elle sait que la meilleure réduction de coûts de transport, c'est souvent un prévisionnel plus juste. Les retours méritent un chapitre à eux seuls. Ils abîment la marge si l'on n'anticipe pas. Ils deviennent un atout si l'on sécurise bien le processus. Une politique claire, des tailles stables, des fiches produits détaillées, des photos honnêtes, un essayage en boutique quand c'est possible et le retour redevient exceptionnel. Sinon, il s'installe comme un réflexe et grignote la contribution. La personnalisation bien conçue aide ici, elle réduit les retours, mais elle exige un contrôle qualité au cordeau, une traçabilité fine, un tri plus précis. La data sert alors de système d'exploitation. Elle guide l'allocation de budget marketing par canal. Elle alimente les prévisions, elle signale les tailles qui filent trop vite, elle repère les zones de chaleur sur une carte, elle mesure un taux de capture en boutique, elle détecte les paniers qui bloquent pour une raison bête. Mais la donnée seule ne suffit pas. Il faut des rituels, des réunions courtes, des alertes partagées, des décisions prises au bon niveau. Dans les marques qui tiennent la supply, le commerce, le marketing et la finance, parlent la même langue, celle de la contribution par canal, de la disponibilité et de la satisfaction. Reste la question sensible des marketplaces. Elles donnent un volume qui peut être immédiat et une surface de visibilité, mais elles empruntent la relation client et elles pressent la marge.
Certaines DNVB choisissent d'y aller pour liquider des fins de série ou tester un pays. D'autres s'en tiennent à distance pour protéger la marque et le prix. D'autres encore négocient des vitrines à conditions strictes. Il n'y a pas de bonne réponse universelle, il y a une cohérence à tenir avec l'ADN et les objectifs de cash. L'international arrive souvent trop tôt ou trop tard. Il doit arriver juste. Un pays ne se choisit pas parce qu'il est glamour, il se choisit parce que l'on peut y livrer correctement, y répondre en service client, y adapter l'offre et la taille, y tenir le prix. Parfois, la meilleure première étape reste le wholesale sélectif. Parfois, c'est un corner en grand magasin. Parfois, c'est un site localisé avec un partenaire logistique solide. Le bon séquencement évite de brûler du capital et de diluer l'attention de l'équipe. Dans cette montée en maturité, le magasin n'est pas un point de vente, c'est un point de service. Réparation, personnalisation, retouche, conseil, animation, tout ce qui ancre la marque dans la vie des clients et nourrit le CRM avec des données utiles. La boutique devient un endroit où on vit la promesse, pas seulement où l'on passe en caisse. À l'inverse, le site n'est pas un catalogue, c'est un hub de relations. Il doit être clair, rapide, explicite, capable de converser, de résoudre, pas seulement d'afficher. Ce chapitre a une morale simple. L'omnicanal n'est ni une to-do list, ni une vitrine. C'est un dispositif vivant qui s'ajoute aux saisons, aux coûts de transport, aux taux de conversion, aux signaux de la communauté. On ferme un robinet, on en ouvre un autre, on teste un format de boutique plus petit, on renégocie une grille wholesale, on change un prestataire de livraison sur une zone, on rationalise un packaging et on réduit le nombre de références d'un best-seller pour mieux livrer. La discipline n'est pas une contrainte, c'est un levier de liberté et elle permet de dire oui où cela compte. Retenons l'essentiel, passer de la start-up à la marque, c'est accepter que le produit le plus désiré doit traverser un labyrinthe bien dessiné, choisir ses canaux, organiser ses stocks, dompter ses flux, par les données sans oublier la boutique, surveiller la marge par contribution et ne jamais perdre de vue la promesse faite au client. Ce travail est moins visible que le storytelling, mais c'est lui qui fait tenir l'histoire. Dans un instant, nous aborderons le dernier volet, le triangle prix, durabilité, récit, là où se construit la confiance, ce qui fait revenir un client, ce qui donne envie de recommander et ce qui protège la marque quand le marché se durcit. Après l'architecture des canaux et des opérations, vient donc le moment du contrat moral avec le client, celui qui tient dans un triangle simple, prix, durabilité, récit. Le prix arrive toujours en premier, c'est le premier filtre, le premier geste de comparaison, le premier oui ou non. Pour une DNVB, le sujet n'est pas de pratiquer le prix le plus bas, le sujet est d'installer l'idée de prix juste. Un prix qui rémunère la matière, le savoir-faire, la logistique, le service et une marge qui permet d'investir, de réparer, d'innover. Le client n'a pas besoin du détail d'une feuille de coût. Il a besoin d'indices crédibles, une matière normée, un lieu de fabrication assumé, des garanties claires, une cohérence entre la promesse et l'étiquette. Quand il comprend ce qu'il paye, il accepte plus facilement ce qu'il ne voit pas. La durabilité ne se résume pas à un label, c'est d'abord une performance. Une coupe qui tient au lavage, une semelle qui ne lâche pas, une fermeture éclair qui ne faiblit pas, une batterie qui garde son autonomie, un SAV qui répond vite. Ensuite vient l'intention. Matière recyclée quand c'est pertinent, fabrication au plus près quand c'est possible, filière mieux sourcée, emballage plus sobre, réparabilité quand le produit s'y prête. La durabilité n'est pas une morale qui le culpabilise, c'est un standard qui rassure et qui finit par faire gagner en désirabilité parce qu'un objet solide devient attachant. Reste le récit. Non pas comme un vernis, comme un fil conducteur, un bon récit dit ce que l'on défend, pourquoi on le défend et comment on a appris en chemin. Il donne les raisons, il assume les limites, il raconte ce qui a marché, ce qui a échoué. Il ne cherche pas à convaincre tout le monde, il cherche à attirer les bons clients, ceux qui se reconnaissent dans la promesse. Quand le récit sonne juste, il soude la communauté, il met les prix en perspective et il rend la durabilité lisible. Dans ces 9 témoignages, ce triangle se décline de plusieurs manières. Underdog rappelle une évidence pour l'électroménager reconditionné, le prix et la motivation numéro 1.
La durabilité vient en renfort, mais sans prix compétitif, la conversation n'a pas lieu. Patine, Admise, Anja montrent l'équation inverse. La désirabilité et la responsabilité nourrissent la valeur perçue et soutiennent un prix qui ne s'excuse pas, parce que la fabrication, les matières, les contrôles ont un coût. Maison Labiche prouve que la personnalisation bien pensée réduit les retours, ce qui protège la marge, ce qui permet de rester juste sur le prix facial. L'Uni démontre qu'un récit clair, enfants-parents, grands-parents, permet de tenir une politique tarifaire lisible parce que chacun comprend l'usage et la qualité attendue. Pour tenir cet équilibre, quelques règles pratiques aident. Avoir une architecture de prix qui ne crée pas d'angle mort, un premier prix qui n'abîme pas la promesse, un cœur de gamme solide, des montées en gamme compréhensibles, éviter les promotions réflexes, préférer des rendez-vous rares et expliqués, fin de série claire, anniversaire de produits, opération locale en boutique, garder des repères, un article qui sert de prix phare pour ancrer la perception sans brader la marque et surtout ne pas pratiquer d'opacité car toute ambiguïté tarifaire se paye double en marge et en confiance. La durabilité exige des preuves et pas des slogans, des affiches produits qui disent la vérité, par exemple sur la densité d'un jersey ou l'origine d'un cuir, les tests de résistance d'une couture ou de la réparabilité d'un appareil, un service après-vente joignable et compétent, des délais tenus, des conditions de retour respectées, la possibilité de réparer ou de reconditionner quand c'est pertinent. Des guides d'entretien clairs parce qu'un vêtement bien entretenu dure plus longtemps et que ce simple geste prolonge l'expérience sans coûter cher. La meilleure communication responsable reste une expérience responsable. Le récit, lui, gagne à être précis, concret, incarné. Montrer l'atelier quand on peut, expliquer un choix de matière, raconter un arbitrage, assumer une rupture parce que l'on refuse un compromis sur la qualité, présenter une amélioration de coupe, remercier publiquement la communauté quand une co-création devient un produit. Ce ne sont pas des effets de manche, ce sont des preuves de vie. Une marque qui parle vrai n'a pas besoin d'élever la voix. Elle montre, elle relie et elle fait comprendre. Quand les coûts bougent, ce triangle devient un test de maturité. Si une matière augmente, si un fret maritime explose, si un salaire d'atelier évolue, la tension est de rogner en silence. Les DNVB qui durent préfèrent expliquer. Elles posent un choix, maintenir le prix et réduire une remise future ou ajuster le prix et renforcer la valeur, prolonger la garantie, améliorer une matière, offrir une retouche, élargir un service. En fait, le client n'aime pas payer plus. Il aime comprendre pourquoi et recevoir quelque chose de tangible en échange. La transparence n'est pas un aveu de faiblesse, c'est une stratégie de long terme. Et cette logique vaut aussi pour la pénurie et l'excès. En cas de rupture, on dit la vérité. On propose une alerte, un essai en boutique sur un modèle proche, un conseil de taille pour une alternative. En cas de stock lourd, on évite la braderie qui abîme. On organise une vente privée, on propose une personnalisation, on fait vivre le produit autrement. Et là encore, prix, durabilité, récit se répondent. On protège la valeur sans trahir la promesse. On pourrait croire que ce triangle se joue sur Instagram. Il se joue surtout au moment où le client ouvre le colis, essaye, utilise, lave, recharge ou répare. C'est là que se fabrique la fidélité. C'est là que se teste la sincérité du récit. Un bon NPS ne se décrète pas, il se gagne sur 10 détails. Un tissu qui vrille pas, une broderie qui tient, un zip qui glisse bien, un mail qui arrive avant de se demander où en est le colis, un échange géré avec respect. La confiance est un capital patient, elle va plus vite à perdre qu'à gagner. C'est pour cela qu'elle vaut cher. Retenons l'essentiel. Le prix doit être juste, explicable, aligné avec la valeur perçue. La durabilité doit être visible, mesurable, vécue, pas seulement annoncée. Le récit doit être vrai, modeste, continu, assez solide pour traverser une période compliquée. Ensemble, ces trois forces construisent une marque qui tient dans le temps. Elle protège la marque sans trahir le client. Elle donne envie de recommander, de racheter et de rester.
Alors en conclusion, qu'est-ce qui reste quand on referme ces 9 histoires et que l'on coupe le micro? Un schéma simple mais exigeant. Une DNVB qui dure, naît d'un irritant clair, construit un produit qui tient sa promesse, invite ses clients à participer, puis organise très sérieusement la manière de vendre et de servir. Le reste, c'est de la constance, de la discipline et une manière honnête de raconter ce que l'on fait. De notre parcours en 4 temps, retenons l'essentiel. Au début, il y a l'étincelle et l'ADN produit, un besoin vécu, une solution concrète, des choix assumés sur la matière, les coupes et les usages. Ensuite vient le triangle de la désirabilité, de la communauté, de la personnalisation, l'émotion qui circule, la conversation qui améliore, la preuve que l'on parle à quelqu'un et pas à un segment. Puis arrive la maturité, l'omnicanal et les opérations, la partition discrète qui fait tenir la promesse, la vérité des stocks, des délais, des flux, la donnée qui aide à décider. Et enfin, le contrat moral, le prix juste, la durabilité vécue, le récit qui relie et qui explique. Ce parcours n'a rien d'un conte de fées. Il demande des renoncements, des frontières, des décisions parfois impopulaires, ne pas céder à une tendance, retarder un lancement, dire non à un canal mal aligné, expliquer une hausse de prix et offrir une valeur tangible en retour. Il demande aussi d'accepter que la beauté d'une marque ne soit pas toujours sur Instagram. Elle s'entend dans la précision d'un patronage, elle se mesure dans un taux de retour qui baisse. Elle se ressent dans un échange de services après-vente bien tenu. Elle se confirme quand un client revient sans qu'on ait eu besoin de crier plus fort. Ce que ces 9 témoins nous apprennent, c'est que le digital n'est plus un totem, c'est un moyen. Le centre de gravité, c'est l'usage, la clarté de ce que l'on vend, la qualité de ce que l'on tient, la proximité de ce que l'on entretient. Une DNVB n'est pas une entreprise de publicité qui fabrique parfois des produits, c'est l'inverse. C'est une entreprise de produits qui utilise intelligemment les médias et les canaux pour servir sa mission. La communauté devient alors une barrière à l'entrée, non pas parce qu'elle est nombreuse, mais parce qu'elle est impliquée, parce qu'elle a participé à écrire la partition. À vous qui entreprenez, peut-être que cette traversée aura mis des mots sur des intuitions, confirmé des choix, donné des méthodes. À vous qui travaillez dans un grand groupe, peut-être qu'elle aura tracé des chemins pour injecter de l'agilité, de la clarté produit. À vous qui êtes simplement curieux, j'espère qu'elle aura éclairé l'envers du décor, tout ce qui transforme un logo en promesse tenue. Une dernière idée qui vous boussole, dans la durée, il n'y a pas de magie. Il y a des gestes répétés, écoutés, priorisés, prouvés. Dire ce que l'on fait, faire ce que l'on dit et améliorer un peu chaque saison. C'est discret, c'est patient, c'est précisément ce qui construit la confiance, ce qui protège la marge, ce qui donne envie de recommander. Alors merci d'avoir partagé ce moment, merci aux fondatrices et aux fondateurs dont les voix ont nourri cet épisode. Si ces repères vous ont été utiles, alors le pari est gagné, faire du bruit, du temps d'un lancement, tout le monde peut tenir une note juste dans la durée. C'est cela qui fait une marque.